Le cercle RH, un grand entretien aujourd'hui pour parler du management, j'allais dire d'une manière traditionnelle, mais du management dans l'ère numérique, dans cette transformation des entreprises, avec beaucoup de sujets qui en découlent, le rôle des managers, la manière dont ils engagent, la manière dont ils doivent même s'exprimer au quotidien avec leurs équipes. C'est tous ces sujets dont on va parler avec Laurent Blanchard. Bonjour Laurent. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Directeur général de Cegid, qui est une pépite française qui cartonne, on y reviendra, et qui depuis 1983, vous m'arrêtez si je me trompe, accompagne les entreprises dans leur transformation numérique. Et on ne parle que de ça, de la transformation numérique. À peine terminé une première transfo, qu'il faut déjà en faire une autre, parce que c'est tous les enjeux du numérique. D'abord, quelques mots sur vous, parce qu'un grand entretien, c'est aussi, pour ceux qui nous regardent, l'occasion de découvrir une personnalité, j'allais dire presque un personnage dans votre cas. Vous avez une double vie. Vous êtes directeur général d'une entreprise qui a 4400 collaborateurs, qui a triplé son chiffre d'affaires. Puis en même temps, vous êtes prof de yoga. Comment ça se marie? Et est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes posé la question de vous dire, bon, l'entreprise, j'ai fait une carrière internationale pendant près de 30 ans, j'ai fait les plus grosses entreprises, je vais poser le costume et puis je vais peut-être plutôt me mettre sur ma natte à donner des cours. Vous vous êtes posé la question? Oui, je crois qu'on se pose toujours ce type de questions à un moment donné. Et puis j'ai pris la décision de venir transformer de l'intérieur. C'est-à-dire que lors de certains voyages que j'ai pu faire en Inde, j'aurais pu effectivement partir ou rester ou devenir prof de yoga à 100%. Et non, mon rôle et ma façon d'être et de m'épanouir, c'est dans l'entreprise. Et donc, c'est de transformer dans l'entreprise et d'utiliser ce yoga qui est pour moi une ressource, on y reviendra, une ressource dans cette écologie du management dont j'ai besoin pour venir, j'espère, être le meilleur au service de l'entreprise et au service des collaborateurs. J'imaginais pas, je démarrais par le yoga, mais pour être très concret, c'est quoi les outils qui vous sont utiles, puisque j'entends bien que la révolution, vous ne la faites pas de l'extérieur, vous la faites de l'intérieur. Et ça, c'est intéressant. C'est quoi les outils qui font qu'aujourd'hui, dans votre attitude, dans votre éthique de directeur général, le yoga vous est utile? Alors, je ne veux pas faire du prosélytisme pour le yoga. Donc, chacun peut trouver une source d'hygiène. Pour moi, le yoga m'apporte une hygiène dans le management, dans la mesure où ça me permet de prendre du recul dans des situations un petit peu compliquées. C'est quoi le management? C'est prendre des décisions dans l'action, mais c'est également être capable de réfléchir, c'est être capable d'identifier des signaux faibles. Et Dieu sait si dans l'ère post-Covid, c'est beaucoup plus compliqué en télétravail. Et ça, c'est à un moment donné, plutôt que de surréagir, c'est de se reconcentrer, de se réaligner. Ce que je viens de faire à l'instant là. Exactement. Pour être avec vous. Un temps. Pour être avec vous. Un pas de côté. La posture de témoin. Et ça, c'est pas visible pour l'extérieur. En revanche, ça permet d'être plus en connexion. Parce que le management, la vraie clé du management, c'est d'être connecté. D'être connecté sans être pollué. D'être connecté, pouvoir prendre du recul pour prendre la bonne décision. Et d'être connecté, être à l'écoute. Parce que c'est essentiel, parce que on va rentrer dans les managers et leur attitude. La tête baissée sur l'iPhone, tout en répondant à un appel téléphonique, tout en répondant à quelqu'un. Enfin, je veux dire, qui n'a pas vécu ce genre de situation? Et parfois, le manager a des excuses, il est extrêmement pressuré. C'est pas possible, ça. C'est pas une attitude de yogiste, ça. Alors, le manager, pour moi, il est entre deux disques. Le disque des collaborateurs, oui. Donc, et avec un vrai sujet, on y reviendra sur l'engagement ou le désengagement des collaborateurs, et puis la performance économique de l'entreprise. Et à un moment donné, si les disques ne tournent pas de façon synchrone, la courroie de transmission que sont les managers sont mis en très forte difficulté, voire broyés. Donc, le yoga est un outil, je dirais, discret, mais qui a une incidence réelle dans la manière dont vous prenez vos décisions. Et j'imagine aussi, parce qu'on a des invités qui nous racontent qu'il y a des managers brutaux, il y a des managers qui ne savent pas communiquer, il y a des managers qui n'arrivent pas à entrer en communication avec l'autre. Et on voit bien la difficulté que ça représente. Des engagements, des motivations, tous ces sujets-là sont là. Je ne veux pas mettre le yoga à toutes les sauces. Non, mais je ne parlais pas du yoga, je parlais de l'attitude. Je pense que si on regarde les managers, et je vais faire dans leur grande généralité, ils sont devenus managers parce que c'était la seule évolution dans l'entreprise. On l'a connu. Et un grand nombre d'entre eux, en fait, ne veulent pas être managers. Parce que manager, ça veut dire être à l'écoute, identifier ces signaux dont je parlais, mais également prendre des décisions dures. Et on peut ne pas avoir envie de faire ça. Donc, ce constat, il est là. Et de ce fait, le manager doit être a dû faire le choix de devenir manager. Et devenir manager, c'est pour moi d'abord faire un travail sur soi.
C'est-à-dire tous ces vieux démons, il faut avoir balayé devant sa porte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un travail sur soi? C'est être coaché, voire avoir d'autres aides. Évidemment. Demander de l'aide, de façon à ne pas venir projeter tout ce qu'on n'a pas traité, ses angoisses et autres. Et oui. Parce que le manager, on lui dit peut-être que des fois il y a des comportements qui sont inappropriés, mais j'ai envie de les plaindre, les managers. Donc les managers, quand on devient manager, c'est un choix. Il y a des devoirs, et donc le devoir, c'est de faire ce travail sur soi, se faire accompagner et trouver d'autres moyens d'hygiène pour prendre ce recul. Et l'accepter, parce que l'accompagnement, parfois, c'est comme quand quelqu'un vous dit va voir un psy, et la personne vous dit mais je suis pas malade, et en fait l'accompagnement, il faut que le manager soit suffisamment ouvert à l'idée qu'il puisse être accompagné. C'est un autre sujet, ça. Alors moi j'ai mis du temps à accepter cela. Ah oui, et en fait, ça bouscule un peu. Mais accepter de demander de l'aide, c'est une preuve d'intelligence. Laurent Blanchard, il y a un autre sujet, je sais, qui vous traverse, parce que c'est votre activité principale, CJ, de la transformation numérique, accompagner des clients en leur donnant les meilleurs conseils, les meilleurs outils. Dans une tribune que vous avez publiée, vous dites, en bouleversant les usages, en parlant du numérique, le numérique fait peur. Peur de ne pas savoir utiliser les outils ou d'être remplacé par la machine. Peur aussi que tout aille trop vite et de ne plus avoir le contrôle. Ça, c'est une problématique qui est dans les entreprises aujourd'hui et qui est même chez les citoyens qui traversent notre société. Comment on nous réconcilie? Comment on nous rassure? Comment vous, l'acteur du numérique, vous dites il ne faut pas en avoir peur, il faut vivre avec, il faut le dompter? Qu'est-ce que vous leur dites? Il faut peut-être expliquer. L'objectif du numérique, c'est de venir automatiser des tâches à très faible valeur ajoutée. Et fastidieuse, hein, parfois. Exactement. Si on prend dans notre métier, un des métiers qui est l'expertise comptable, la saisie proprement dite des documents qui vont être scannés pour des factures, il y a assez peu de valeur ajoutée. Si on peut automatiser cela de façon à libérer du temps utile aux collaborateurs pour qu'ils rendent un service plus intéressant, leur job va être transformé. Donc c'est expliquer. Et puis ensuite, c'est de les accompagner. Là, si je reste dans l'environnement professionnel, nous passons beaucoup de temps à former les utilisateurs de nos sociétés, de nos clients. Le numérique, vous dites, il ne faut pas en avoir peur, il va nous permettre de nous libérer des tâches fastidieuses. Donc, le message que vous envoyez au cabinet d'expertise comptable, petit ou très gros, c'est que ça va permettre à vos collaborateurs de pouvoir faire des choses qui ont plus de sens. Parce que c'est ça l'autre volet de cette libération du temps. Alors, c'est d'apporter un service supplémentaire de meilleure qualité à leurs clients. Vous posez la question du sens. La question du sens est un vrai sujet. Elle vous concerne en interne et elle concerne vos clients. Hein. C'est le sujet numéro 1 pour les managers aujourd'hui, bien sûr. La problématique à laquelle on fait face, c'est le désengagement des collaborateurs. Ça, vous le vivez concrètement? On le vit, bien sûr. C'est-à-dire que des taux de ce qu'on appelle de départ, de démission, qui sont très élevés. Le milieu de la tech est un milieu qui est extrêmement tendu en termes de compétences. Et donc, qu'est-ce que l'on voit? Mais qui n'est pas lié qu'au sens, autorisez-moi, qui est lié aussi que le marché est très mobile et très attractif. Alors, il y a le désengagement des collaborateurs. On le voit à la grande émission, la démission silencieuse, qui est plus insigneuse, mais qui est extrêmement importante. C'est en fait l'incohérence que les collaborateurs ne veulent plus vivre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Ils explicitent ce que nous avons accepté, ou moi j'ai accepté il y a quelques années. Donc, et qu'ils n'acceptent plus. Et qu'ils n'acceptent plus. D'accord. Ils n'acceptent plus. Donc ils n'acceptent plus. Deuxièmement, quand on regarde les nouveaux embauchés, dans les critères de choix d'une entreprise, le sens que l'entreprise va donner est passé de la 17e place à la 3e place. En 5 ans, on le sait. Mais ça vous bouscule en tant que directeur général? C'est-à-dire, là, je mets de côté vos activités, je dirais, de passion aussi du yoga, mais le directeur général que vous êtes, qui est entré dans la carrière en acceptant des choses parfois difficiles, des concessions sur la vie familiale, des voyages, vous avez fait des carrières à l'international, et là, vous avez des collaborateurs qui vous disent je ne veux pas être manager, je ne veux pas avoir de responsabilité, je veux faire mon boulot, pas plus. Enfin, ça vous surprend? Comment vous l'analysez? Déjà, comment je réagis? Déjà, je les écoute. Ouais, je les écoute. Essayez de comprendre. 2, j'ai des enfants à la maison. Et oui, c'est ça. D'accord, qui sont à travers ces cycles-là, où si au bout de 2 ans, on change de job, je dis, mais tu n'as même pas fait le tour. Si. Donc, incroyable. Il y a une prise de conscience de ce qui se passe. Et ce que l'on fait, nous, après, à le niveau de la direction générale de Cegid, c'est d'essayer de donner de plus en plus de sens dans ce que nous faisons. Donner du sens. Alors,
on essaye de faire en sorte que cette fameuse responsabilité sociétale de l'entreprise prenne de l'intérieur. On parle de l'ESG, donc dans la gouvernance. On associe a priori, on travaille sur la sobriété numérique, de façon à ce que ça soit des éléments qui soient porteurs pour ces jeunes générations. Et pour les moins jeunes, on essaie de les associer le plus possible dans cette superbe aventure qui est celle de Cegid. Mais Cegid, dans sa capacité à attirer des talents, donc sa marque employeur, vous me dites, moi j'ai des gens qui restent de 2 ans, et vous faisiez d'ailleurs référence à vos enfants. Et c'est vrai pour tout le monde, quand on a des adolescents ou des jeunes adultes, ils ont 2 ans, et puis après ils vont faire le tour du monde, ils partent avec leurs copines. C'est quand même compliqué pour le business, là, pour le directeur général, parce que les suivis de clients dans des gros dossiers, c'est 6 mois, 7 mois, 1 an, il faut suivre le dossier, il faut parfois se déplacer très longtemps. Si le type vous lâche au bout de 2 ans, comment vous faites ? Alors, déjà, on essaye de faire en sorte de les fidéliser le plus longtemps possible. Bah oui. D'accord. En leur donnant des éléments qui sont autres que l'environnement purement pécunier. Donc, donner du sens, réexpliquer. On se rend compte que la période Covid a déshumanisé la relation. Et c'est quoi le rendre humain ? C'est d'expliquer ce que je suis en train de faire là, pour vous donner, pour que vous puissiez après trouver votre propre sens. Et puis après, c'est trouver tous les artifices possibles au niveau de l'environnement du travail, les évolutions de carrière. On est maintenant une entreprise de plus de 4400 collaborateurs à l'étranger. Donc ça donne aussi des perspectives pour ces jeunes embauchés de pouvoir se développer à l'international. Le débat du numérique, je vous le repose parce que vous êtes un des acteurs du numérique qui impacte. On a des experts comptables, il suffit d'en avoir un pour qu'ils vous disent mais nous on est très inquiets. Vous allez voir un notaire, il vous dit nous on est très inquiets. Puis vous allez voir tous les corps juridiques, ils vous disent on est très inquiets parce que le numérique et l'intelligence artificielle, puisque en allant un petit peu plus loin, il y a aussi l'IA qui va compiler de la data. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? C'est-à-dire est-ce qu'il y a une hybridation ou est-ce qu'un jour ou l'autre l'IA pourra par ces masses de données, ces data, remplacer, j'allais dire, l'humain ? Au risque de faire un raccourci, je pense que l'intelligence artificielle va faire en sorte que l'employé va être augmenté. Donc ça va apporter des services supplémentaires et aux collaborateurs et à nos clients. Je crois que le débat de l'IA va venir phagocyter un certain nombre d'activités. Il est passé. C'est dépassé. Chez Cegid, évidemment, vous êtes une entreprise du numérique. Ceux que vous recrutez sont des gens totalement digital natives, mais les employés des structures comptables, qui sont des gens qui étaient des exécutants, les fameuses tâches fastidieuses. Bien sûr. Quel message vous leur apportez aussi dans l'accompagnement ? Alors vous allez me dire, c'est aussi au cabinet d'expertise comptable de les accompagner, mais vous devez avoir, j'imagine, un discours sur ce sujet-là, parce que ces salariés se disent, mais moi, dans 6 mois, j'ai plus de boulot, tout sera digitalisé. C'est une question quand même. Bien sûr, ne soyez pas inquiets, nous vous accompagnons dans cette évolution, de cette transition. Nous formons les collaborateurs de nos clients. Voilà ce que l'on... Et au contraire, c'est sauter sur ce wagon de la transition numérique. C'est une vraie opportunité. Avant de nous quitter, la boucle sera bouclée. Vous avez sorti en 2010 au Cherche Midi un livre sur l'optimisme, le titre... L'optimisme durable ou comment les nouvelles technologies vont transformer le monde. C'était en 2010. C'est exactement ce que je voulais vous dire. C'était en 2010. Déjà, vous écrivez un livre sur ce sujet. Ouais. Ça veut dire que vous aviez en vous cette idée quand même de faire de la pédagogie, d'une transmission autour de la technologie, dès le départ. Ça y est, c'est entré dans les mœurs ou vous sentez quand même toujours des freins, des inquiétudes, des angoisses ? Comment on les efface, ces angoisses ? Je pense que la fracture numérique existe encore. Elle est là, elle est encore là. Donc il y a encore des freins. Et moi, je crois beaucoup à l'intelligence humaine. À partir du moment où on explique les choses, on fait de la pédagogie et on prend le temps. Le problème de notre environnement, de notre société, c'est qu'on est dans une économie de l'instant. À un moment donné, il faut se poser et prendre le temps d'expliquer. Oui, qu'on revient toujours à votre philosophie yogiste. Mais il y a 2 temps. Il y a le temps de l'action, il y a le temps de la réflexion. Ils ne sont pas à être mis en opposition, ils sont complémentaires. Avant de nous quitter, 350 millions d'euros, 880 millions d'euros, c'est ça ? 800 millions, donc c'est un gap énorme, gigantesque augmentation du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que c'est une machine qui... Vous êtes en surchauffe là, il y a des moments où vous prenez 2 heures pour vraiment vous isoler dans le bureau parce que c'est une explosion ces gilets. Comment vous faites là pour gérer ça ? On se pose déjà, Pascal Houillon qui est le président d'entreprise et le comité exécutif, on se pose pour réfléchir. On réfléchit. Mais bien sûr, on a des temps de réflexion, de recul, ce qui est indispensable. On a aussi des temps après personnels, d'hygiène pour venir recharger les batteries.
Mais ça, vous y tenez beaucoup parce que ce n'est pas le discours de tous les directeurs généraux ou des CEO qui viennent, ou des fondateurs qui viennent ici parce qu'ils ont la tête dans le guidon et qui se battent. C'est quand même, on sent quand même chez vous une éthique, une forme d'hygiène de vie que vous respectez pour vous et pour les autres. Mais je crois que c'est un devoir vis-à-vis de nos collaborateurs. Après, ce qui me concerne pour moi-même, je me regarde dans mon miroir et c'est ma propre histoire. Mais vis-à-vis de nos collaborateurs, on est obligé de le faire. Si on est dans un environnement avec une telle dynamique, ce qui est en train de se passer là, avec ces phénomènes, ces pronoms du recul, il est urgent de se poser, de réfléchir, de prendre les bonnes décisions. Urgent de prendre le temps. Ça me fait penser à un livre d'ailleurs qui était le patron de Danone, si vous vous rappelez, qui a quitté Danone depuis, mais qui avait écrit un livre justement sur l'urgence de prendre le temps, qui était un peu dans cette philosophie-là d'ailleurs. Ribou était très précurseur. Ribou et son successeur, dont j'ai le nom. Emmanuel Faber, qui avait écrit un livre exactement sur cette philosophie, prendre le temps tout en agissant, évidemment. Merci de nous avoir rendu visite, Laurent Blanchard, directeur général Cegid depuis 4 ans. Sans tout ramener au yoga, en tout cas avec une manière de faire, une manière de dire et de s'approprier des sujets qui est évidemment très, très, très intéressante. 4400 collaborateurs en France et dans le monde, avec un chiffre d'affaires qui a explosé. Et puis une éthique que vous êtes venu nous dévoiler ici sur le plateau de Smart Job. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. C'est tout de suite et il y a le jingle.